Le 15 juin 1984, Camille Mercier, 16 ans, quitte le temple protestant de Creil, dans l'Oise, après le culte du soir. Sa bicyclette bleue sera retrouvée le lendemain matin, abandonnée près des berges de l'Oise, son panier encore rempli de partitions de piano. Camille ne rentrera jamais chez elle. 12 ans plus tard, lors de la démolition de l'ancienne maison paroissiale où vivait la famille Mercier, les ouvriers feront une découverte qui changera tout. Mais ce qui troublera le plus les enquêteurs, c'est la question qui hantera cette affaire depuis le premier jour. Comment le père de Camille, le pasteur Étienne Mercier, homme respecté de toute la communauté, est-il devenu le suspect numéro 1 aux yeux de la police? Et surtout, pourquoi sa propre femme refusera-t-elle de lui fournir un alibi pour cette nuit-là? Avant de continuer avec cette histoire troublante qui a déchiré une communauté entière, si vous appréciez les enquêtes sur des disparitions mystérieuses comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle affaire. Maintenant, découvrons comment tout a commencé dans cette famille qui semblait irréprochable. Creil, une ville industrielle située à une cinquantaine de kilomètres au nord de Paris, comptait environ 33 000 habitants au début des années 80. Traversée par l'Oise et l'Ourcq, la ville avait connu son apogée industriel au début du siècle avec ses ateliers ferroviaires et ses fabriques. En 1984, Creil portait encore les marques de cette prospérité passée, mais aussi les cicatrices de la crise économique qui frappait la région. Les grandes barres d'immeubles du plateau s'étendaient au nord, tandis que le centre-ville conservait son architecture des années 30, avec ses façades en briques rouges et ses toits d'ardoise. Le temple protestant se dressait rue Carnot, non loin de la gare, dans un bâtiment austère, aux murs de pierre grise, construit en 1892. La communauté réformée de Creil ne comptait qu'une centaine de fidèles réguliers, dispersés entre la ville elle-même et les communes environnantes comme Nogent-sur-Oise et Montataire. Dans une région majoritairement catholique, les protestants formaient une minorité soudée, où tout le monde se connaissait et où les nouvelles circulaient vite. Étienne Mercier était arrivé à Creil en 1978, à l'âge de 36 ans. Pour prendre la direction du temple après avoir exercé dans le Gard. Grand et mince, les cheveux déjà grisonnants malgré sa quarantaine, il portait systématiquement des costumes sombres et des cravates sobres. Son visage anguleux, marqué par des traits sévères, s'illuminait rarement d'un sourire. Diplômé de la faculté de théologie protestante de Montpellier, il prêchait avec une intensité qui impressionnait ses paroissiens. Ses sermons, toujours soigneusement préparés, duraient rarement moins d'une demi-heure et touchaient fréquemment aux questions de morale personnelle et de rigueur spirituelle. La communauté le respectait, même si certains le trouvaient un peu rigide. Monsieur Arnaud, médecin généraliste et ancien de l'Église, disait de lui qu'il était un homme de principes intransigeants, mais juste. Madame Beaumont, qui habitait juste en face de la maison paroissiale, le décrivait comme quelqu'un de distant, mais toujours poli. En 6 ans, Étienne avait stabilisé les effectifs du temple et attiré quelques nouvelles familles, notamment grâce à son épouse. Hélène Mercier, née Durand, venait d'une famille bourgeoise de Lyon. À 40 ans, elle conservait une élégance naturelle malgré la modestie de leur vie de pasteur. Professeure de piano, elle donnait des cours particuliers à domicile et accompagnait régulièrement les cantiques lors des cultes. Sa formation au Conservatoire de Lyon transparaissait dans sa posture toujours droite et ses gestes précis. Les élèves l'appréciaient pour sa patience et sa douceur, un contraste frappant avec la sévérité de son mari. Pourtant, en public, elle ne contredisait jamais Étienne et semblait souscrire entièrement à sa vision stricte de la foi et de l'éducation. La famille vivait dans la maison paroissiale, une bâtisse de 3 étages accolée au temple, dont les fenêtres donnaient sur une petite cour intérieure pavée, et à l'arrière, sur un jardin étroit, bordé par un mur de pierre. Le rez-de-chaussée abritait le bureau d'Étienne, où il recevait les paroissiens pour des conseils spirituels, et le salon-salle à manger, où Hélène donnait ses cours de piano. Les chambres se trouvaient au premier étage, tandis que le deuxième servait de grenier et de salle d'études pour les enfants.
Camille Mercier était née le 3 mars 1968 à Alès, peu avant le déménagement de la famille dans l'Oise. En 1984, elle venait de terminer sa classe de seconde au lycée Jules Zury, où elle obtenait d'excellentes notes, particulièrement en lettres et en histoire. Grande pour son âge, elle avait hérité des traits fins de sa mère et de la silhouette élancée de son père. Ses longs cheveux châtains, qu'elle portait souvent en tresse, encadraient un visage au regard intense et intelligent. Au temple, Camille incarnait la fille modèle. Elle aidait à l'animation du groupe de jeunes le samedi après-midi, chantait dans la chorale et participait aux œuvres caritatives organisées par la paroisse. Pourtant, ses professeurs au lycée voyaient une autre facette de sa personnalité, une adolescente curieuse, passionnée de littérature contemporaine, qui posait des questions dérangeantes pendant les cours de philosophie et qui défendait avec ardeur ses opinions lors des débats en classe. Cette dichotomie ne passait pas inaperçue. Agnès Fontaine, sa meilleure amie depuis la 6e, racontait que Camille lui confiait parfois se sentir étouffée par les attentes de son père. Au lycée, elle voulait participer aux sorties scolaires, aller au cinéma avec ses camarades, peut-être même assister au bal organisé par la municipalité. Mais Étienne refusait catégoriquement. Pour lui, ces activités exposaient les jeunes à de mauvaises influences. Camille devait rentrer directement après les cours, consacrer ses soirées à ses devoirs et à la pratique du piano et limiter ses fréquentations aux familles de la communauté protestante. Julien, le frère cadet de Camille, avait 13 ans en 1984. Plus discret que sa sœur, il semblait mieux accepter les règles strictes imposées par leur père. Élève moyen au collège Édouard Herriot, il préférait le football et les bandes dessinées aux activités spirituelles, mais participait docilement aux obligations familiales. Les rares fois où il se confiait à sa sœur, il admettait qu'il comptait les années avant de pouvoir quitter la maison pour ses études supérieures. Au printemps 1984, une tension sourde s'était installée dans la famille Mercier. Camille approchait de ses 17 ans et commençait à revendiquer plus d'autonomie. Elle voulait passer le permis de conduire dès qu'elle atteindrait l'âge légal, envisageait de partir étudier à Paris après le baccalauréat et surtout, elle avait développé un intérêt évident pour Rémi Lavigne. Rémi, 19 ans, fils d'une famille protestante de Nogent-sur-Oise, venait d'achever son service militaire et travaillait comme apprenti électricien. Grand, sportif, avec un sourire facile et une gentillesse naturelle, il assistait régulièrement au culte depuis son retour du service. Lors des rassemblements de jeunes, il cherchait manifestement la compagnie de Camille, et celle-ci ne cachait pas qu'elle appréciait son attention. Étienne voyait cette amitié naissante d'un très mauvais œil. Lors d'un conseil de famille début juin, il avait clairement exprimé son opposition. Camille était trop jeune pour fréquenter un garçon. Elle devait d'abord terminer ses études. Et surtout, Rémi ne venait pas d'une famille suffisamment pieuse à son goût. Les Lavigne assistaient au culte, certes, mais ne s'impliquaient pas activement dans la vie du temple. C'était, selon Étienne, le signe d'une foi superficielle. Hélène avait tenté de temporiser, suggérant qu'une surveillance discrète valait mieux qu'une interdiction totale qui pousserait peut-être Camille à la rébellion. Mais Étienne était resté inflexible. Il avait même convoqué Rémi dans son bureau pour lui demander, sans détour, de garder ses distances avec sa fille. Cette confrontation, plusieurs paroissiens en avaient eu vent. Dans une petite communauté, les secrets tenaient rarement longtemps. Certains trouvaient qu'Étienne avait raison de protéger sa fille. D'autres murmuraient qu'il exagérait et risquait de provoquer exactement ce qu'il craignait. Le dimanche 15 juin 1984 commença comme tous les dimanches dans la famille Mercier. Levés à 7 heures, ils prirent le petit déjeuner ensemble dans la cuisine. Un repas sobre composé de pain, de beurre et de confiture maison, accompagné de café pour les adultes et de lait pour Julien. Étienne relisait mentalement son sermon tout en beurrant machinalement ses tartines. Hélène préparait les vêtements que chacun porterait pour le culte du matin. Camille, silencieuse, regardait par la fenêtre le ciel gris qui promettait de la pluie pour l'après-midi.
Le culte de 10h30 rassembla environ 80 personnes, un nombre habituel pour un dimanche ordinaire. Étienne prêcha sur le thème du respect de l'autorité parentale, s'appuyant sur l'épître aux Éphésiens. Plusieurs fidèles remarquèrent que Camille, assise au premier rang entre sa mère et son frère, gardait les yeux baissés pendant tout le sermon. Rémi Lavigne, présent ce jour-là avec ses parents, était installé vers le fond du temple. Après le culte, comme chaque dimanche, plusieurs familles restèrent pour le café servi dans la salle communautaire attenante au temple. Hélène préparait toujours des gâteaux secs pour l'occasion. Ces moments de convivialité permettaient aux paroissiens d'échanger des nouvelles, de discuter des activités à venir, de maintenir les liens communautaires. Madame Beaumont, la voisine, se souvient d'avoir vu Camille, dans un coin de la salle, en grande conversation avec Agnès Fontaine. Les deux jeunes filles semblaient très absorbées par leur discussion. À un moment, Camille avait jeté un regard en direction de Rémi, qui parlait avec d'autres jeunes, puis avait rapidement détourné les yeux quand elle avait croisé le regard de son père. La famille rentra déjeuner vers 13h. Hélène avait préparé un rôti de veau avec des haricots verts, un repas dominical traditionnel. L'atmosphère était tendue. Étienne reprocha à Camille d'avoir semblé distraite pendant le culte. Camille répondit qu'elle avait écouté attentivement. Étienne insista, affirmant qu'une véritable écoute se voyait dans le regard et dans l'attitude. La discussion s'envenima légèrement avant qu'Hélène n'intervienne pour changer de sujet. Après le repas, Étienne se retira dans son bureau pour préparer le culte du soir, comme il le faisait chaque dimanche après-midi. Julien monta dans sa chambre pour lire. Hélène et Camille débarrassèrent la table et firent la vaisselle ensemble dans la cuisine. C'est là, selon le témoignage ultérieur d'Hélène, que sa fille lui confia qu'elle se sentait incomprise, qu'elle avait l'impression de ne jamais pouvoir satisfaire les exigences de son père, qu'elle étouffait dans cette vie où tout était contrôlé et prévu d'avance. Hélène avait essayé de la rassurer, lui expliquant que son père agissait ainsi par amour pour la protéger des dangers du monde. Camille avait répondu qu'elle avait 16 ans, qu'elle n'était plus une enfant, qu'elle voulait vivre, découvrir, choisir. Hélène lui avait demandé d'être patiente, que les choses s'arrangeraient peut-être avec le temps. Camille n'avait rien ajouté, mais son visage exprimait clairement le doute. Vers 15h, Camille monta dans sa chambre. Elle devait réviser pour un contrôle de mathématiques prévu le mardi. Hélène l'entendit jouer quelques notes au piano, installé au 2e étage, dans la salle d'études, puis plus rien. La maison était silencieuse, comme souvent le dimanche après-midi. À 18h30, Hélène appela tout le monde pour le goûter, un moment familial auquel Étienne tenait malgré l'âge des enfants. Camille descendit, but un bol de chocolat chaud en silence, grignota un biscuit. Julien essaya de plaisanter sur un match de football qu'il voulait suivre à la télévision, mais l'humeur générale restait morose. Le culte du soir était prévu à 19h30. Moins fréquenté que celui du matin, il rassemblait généralement entre 30 et 40 fidèles, les plus assidus. La famille traversa la petite cour intérieure pour rejoindre le temple à 19h20. Le ciel s'était couvert dans l'après-midi, mais la pluie annoncée n'était pas tombée. Une lumière grise et fade enveloppait les rues désertes. Le culte se déroula normalement. Étienne prêcha sur un passage du livre des Proverbes, une méditation sur la sagesse et la folie. Hélène accompagna les cantiques au piano installé près de la chaire. Camille chantait machinalement, son regard fixé sur les vitraux aux motifs géométriques qui ornaient les murs du temple. Le culte se termina à 20h40. Comme d'habitude, Étienne resta sur le parvis pour saluer chaque fidèle qui sortait. Hélène et Julien l'attendaient à l'intérieur. Camille, elle, était sortie parmi les premiers. Madame Fontaine, la mère d'Agnès, se souvient l'avoir vue enfourcher sa bicyclette bleue dans la rue Carnot. Il était environ 20h45. Camille portait un jean, un pullover blanc et un blouson en jean. Son sac en toile beige était accroché au guidon. Madame Fontaine supposa que Camille rentrait directement à la maison paroissiale, distante d'à peine 50 mètres. Elle ne s'inquiéta pas de la voir partir seule. C'était un trajet minuscule, dans une rue qu'elle empruntait plusieurs fois par jour. Mais Camille ne rentra pas. Vers 21h15, Hélène demanda à Julien s'il avait vu sa sœur.
Non, il pensait qu'elle était déjà dans sa chambre. Hélène monta vérifier. La chambre était vide. Elle redescendit, interrogea Étienne, qui venait de finir de fermer le temple. Il n'avait pas vu Camille depuis la fin du culte. Étienne fronça les sourcils. Ce n'était pas dans les habitudes de Camille de disparaître sans prévenir. Il sortit dans la rue, marcha jusqu'à l'angle, regarda dans les deux directions. La rue Carnot était déserte. Seuls quelques réverbères jaunes éclairèrent le trottoir. Il rentra, essaya de se rassurer. Peut-être Camille était-elle allée chez Agnès? Mais les Fontaines n'avaient pas le téléphone. Leur immeuble se trouvait avenue Aristide Briand, à une dizaine de minutes à pied. Hélène proposa d'aller vérifier. Étienne accepta. Ils laissèrent Julien à la maison et marchèrent rapidement jusqu'à l'immeuble des Fontaines. Il était 21h30 passées. Madame Fontaine ouvrit la porte, surprise de cette visite tardive. Non, Camille n'était pas là. Agnès non plus n'avait pas eu de nouvelles d'elle depuis l'après-midi, quand elle s'était parlé brièvement après le culte du matin. Le malaise commença à se transformer en inquiétude. Étienne et Hélène rentrèrent chez eux d'un pas rapide. En chemin, ils croisèrent Madame Beaumont qui sortait promener son chien. Elle confirma avoir vu Camille partir à vélo juste après le culte, mais elle ne l'avait pas vue revenir. Cela faisait maintenant presque 2 heures. De retour à la maison, Étienne décida d'appeler d'autres familles de la paroisse. Personne n'avait vu Camille. Il essaya de se souvenir si sa fille avait mentionné un projet, une visite, quelque chose. Rien. Hélène fouilla la chambre de Camille, cherchant un indice, un mot, n'importe quoi. Elle ne trouva rien d'inhabituel. Les livres de classe étaient rangés sur le bureau. Le journal intime que Camille tenait depuis ses 14 ans était dans le tiroir de sa table de nuit, mais Hélène n'osa pas l'ouvrir. À 22h30, l'angoisse avait complètement envahi le couple. Étienne prit la décision d'appeler la police. Il composa le numéro du commissariat de Creil. L'agent de permanence nota les informations. Camille Mercier, 16 ans, disparu depuis environ 2 heures après être parti du temple protestant à vélo. Description physique, vêtements portés ce soir-là. L'agent demanda si la jeune fille avait des problèmes, si elle avait déjà fait ce genre de choses. Étienne répondit « Non, jamais », que c'était incompréhensible. L'agent expliqua qu'il allait diffuser un message aux patrouilles en circulation. Pour une adolescente absente depuis 2 heures, on ne déclenchait pas immédiatement des recherches massives. Beaucoup revenaient d'elles-mêmes, mais il resterait vigilant. Étienne passa le reste de la nuit à faire le tour du quartier en voiture, scrutant chaque rue, chaque coin sombre. Hélène resta à la maison avec Julien, au cas où Camille téléphonerait ou rentrerait. À 3 heures du matin, Étienne rentra, épuisé et désespéré. Toujours aucune trace de sa fille. Le lundi matin, à 6h30, un riverain qui promenait son chien le long de l'Oise, près du pont de la rue Gambetta, découvrit une bicyclette bleue abandonnée sur le chemin de halage. Le panier avant contenait des partitions de piano et un foulard rouge. L'homme, ayant entendu à la radio locale qu'une adolescente était recherchée, contacta immédiatement la police. À 7h15, 2 policiers se présentèrent à la maison paroissiale. Ils demandèrent à Étienne et Hélène de venir identifier la bicyclette. Hélène reconnut immédiatement celle de Camille. Le foulard rouge, elle le lui avait offert pour Noël. Les partitions étaient celles qu'elle utilisait pour ses cours. L'endroit où la bicyclette avait été trouvée se situait à environ 800 mètres du temple, en direction opposée à la maison paroissiale. Pour s'y rendre depuis le temple, il fallait descendre la rue Carnot vers le centre-ville, tourner à gauche dans la rue Gambetta, traverser le pont, puis emprunter le chemin de halage qui longeait la rive. Ce n'était pas un trajet que Camille empruntait habituellement. La police commença immédiatement des recherches le long de l'Oise. Des plongeurs furent appelés pour inspecter le fleuve à proximité. Des maîtres chiens suivirent la piste olfactive depuis la bicyclette. Rien, aucune trace de Camille. C'était comme si elle s'était volatilisée après avoir abandonné son vélo. Les premiers jours qui suivirent le 15 juin 1984 furent marqués par une mobilisation intense. L'inspecteur Laurent Gauthier, 38 ans,
récemment arrivé au commissariat de Creil après avoir servi à Beauvais, prit en charge l'enquête. Méthodique et expérimenté, il avait déjà traité plusieurs affaires de disparition, dont 2 s'étaient malheureusement conclues par la découverte de corps. Il savait que les premières 72 heures étaient cruciales. Des battues furent organisées dès le lundi après-midi. Des dizaines de bénévoles, membres de la communauté protestante mais aussi habitants du quartier, parcoururent systématiquement les berges de l'Oise, les espaces verts, les terrains vagues, les bâtiments abandonnés. La gare fut inspectée, les employés interrogés. Personne n'avait remarqué une jeune fille correspondant à la description de Camille le dimanche soir. L'inspecteur Gauthier interrogea longuement Étienne et Hélène. Il leur demanda de reconstituer minute par minute la journée du 15 juin. Il voulut savoir si Camille avait des problèmes à l'école, si elle consommait de l'alcool ou des drogues, si elle avait un petit ami, si elle s'était déjà enfuie auparavant. Étienne répondit à toutes les questions avec une précision presque mécanique, mais l'inspecteur nota une certaine rigidité dans son attitude, une difficulté à exprimer des émotions. Hélène, en revanche, pleurait régulièrement pendant l'interrogatoire. Elle raconta la conversation qu'elle avait eue avec Camille le dimanche après-midi dans la cuisine. Elle mentionna que sa fille se sentait étouffée par les règles strictes de la maison. Gauthier demanda à Étienne de préciser ces règles. Le pasteur expliqua qu'il élevait ses enfants dans les principes de la foi protestante, que cela impliquait une discipline morale ferme, mais qu'il n'y avait rien d'excessif dans son éducation. L'inspecteur interrogea également Julien. Le garçon de 13 ans semblait sous le choc. Il confirma que sa sœur se plaignait parfois des restrictions imposées par leur père, mais il n'imaginait pas qu'elle puisse fuguer. Elle n'en avait jamais parlé. Elle était plutôt du genre à se conformer, même si elle n'était pas d'accord. Agnès Fontaine fut convoquée au commissariat le mardi 17 juin. Elle révéla des informations qui firent basculer l'orientation de l'enquête. Selon elle, Camille était amoureuse de Rémi Lavigne, et ce sentiment était réciproque. Les 2 jeunes gens s'étaient parlé plusieurs fois après les cultes, avaient échangé quelques lettres en cachette. Camille rêvait de pouvoir sortir librement avec lui, d'aller au cinéma, de vivre une histoire normale. Mais elle savait que son père s'y opposait farouchement. Agnès rapporta également une confidence troublante. Le samedi 14 juin, la veille de la disparition, Camille lui avait dit au téléphone qu'elle ne supportait plus la situation, qu'elle devait faire quelque chose, qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre ainsi. Agnès n'avait pas compris exactement ce que son amie voulait dire. Elle pensait que Camille parlait simplement d'une confrontation avec son père, pas de quelque chose de plus radical. Rémi Lavigne fut interrogé à son tour le mercredi 18 juin. Il admit immédiatement ses sentiments pour Camille. Il raconta que le pasteur Mercier l'avait convoqué début juin pour lui ordonner de s'éloigner de sa fille. Rémi avait protesté, affirmant que ses intentions étaient honorables, qu'il respectait Camille et voulait simplement apprendre à la connaître. Mais Étienne avait été inflexible. Il avait menacé Rémi de parler à ses parents, de créer des problèmes, si le jeune homme persistait. Rémi avoua qu'il avait continué à voir Camille en secret. Ils s'étaient retrouvés 2 fois après les cultes du dimanche, marchant ensemble pendant une 20aine de minutes avant que Camille ne rentre chez elle. La dernière fois, c'était justement le 8 juin, 1 semaine avant la disparition. Rémi nia farouchement avoir vu Camille le 15 juin après le culte du soir. Il était rentré directement chez lui, à Nogent-sur-Oise, avec ses parents. Ceux-ci confirmèrent son alibi. L'inspecteur Gauthier commença à développer plusieurs hypothèses. La première, et la plus évidente, était la fugue. Camille, étouffée par l'autorité paternelle, aurait décidé de partir. Mais plusieurs éléments contredisaient cette théorie. Elle n'avait emporté aucune affaire personnelle, pas d'argent supplémentaire, pas de vêtements de rechange. Son journal intime, qu'elle aurait certainement pris si elle avait prémédité une fuite, était resté dans sa chambre. De plus, où serait-elle allée? Elle n'avait pas de famille en dehors de Creil, pas d'amis proches dans d'autres villes. La deuxième hypothèse était l'accident.
Peut-être Camille avait-elle voulu se promener seule le long de l'Oise pour réfléchir, avait-elle glissé, était-elle tombée dans le fleuve? Mais les plongeurs n'avaient rien trouvé, et le courant n'était pas assez fort à cet endroit pour emporter un corps très loin. Les recherches s'étendirent sur plusieurs kilomètres en aval, sans résultat. La troisième hypothèse, plus sombre, était l'enlèvement. Quelqu'un aurait pu suivre Camille, l'aborder près de l'Oise, la forcer à abandonner son vélo. Mais aucun témoin n'avait signalé de véhicule suspect dans le secteur ce soir-là. Et pourquoi Camille se serait-elle rendue à cet endroit en premier lieu? Ce n'était pas sur son chemin. Puis il y avait une quatrième hypothèse, celle qui commençait à germer dans l'esprit de l'inspecteur Gauthier, mais qu'il n'osait pas encore formuler clairement. Et si quelqu'un de la famille était impliqué? Cette suspicion s'était renforcée lors d'un interrogatoire complémentaire d'Hélène Mercier, le jeudi 19 juin. Gauthier lui avait demandé de confirmer précisément où se trouvait son mari entre 20h45 et 23h30 le dimanche soir. Hélène avait hésité. Elle avait dit qu'Étienne était resté sur le parvis du temple pour saluer les fidèles, puis qu'il était rentré fermer le temple, puis qu'il était revenu à la maison. Mais elle n'était pas certaine de l'heure exacte. Peut-être 21h15, peut-être un peu plus tard, Gauthier avait insisté. Était-elle absolument sûre qu'Étienne n'était pas ressorti entre le moment où il était rentré et le moment où il s'était inquiété de l'absence de Camille? Hélène avait baissé les yeux. Elle avait répondu qu'elle ne pouvait pas en être certaine. Elle était montée vérifier si Camille était dans sa chambre, puis elle avait préparé du thé dans la cuisine. Étienne était peut-être dans son bureau. Elle ne l'avait pas surveillé à chaque instant. Cette absence d'alibi solide avait alerté l'inspecteur. Il fit vérifier auprès d'autres fidèles l'heure exacte à laquelle le pasteur avait fini de saluer tout le monde. Madame Beaumont, qui habitait en face, déclara avoir vu Étienne fermer la porte du temple vers 21h05. Donc entre 20h45, moment où Camille était partie, et 21h15, quand les parents s'étaient aperçus de son absence, il y avait une fenêtre de 30 minutes pendant laquelle les allées et venues d'Étienne n'étaient pas complètement établies. Gauthier convoqua à nouveau le pasteur le vendredi 20 juin. L'entretien fut tendu. L'inspecteur demanda directement à Étienne s'il avait suivi sa fille après le culte. Le pasteur nia catégoriquement. Il demanda pourquoi on le soupçonnait. Gauthier expliqua qu'il devait vérifier tous les emplois du temps, que c'était la procédure standard. Étienne se raidit. Il affirma qu'il était resté dans le temple pour ranger les cantiques, éteindre les lumières, fermer les portes. Cela prenait toujours une dizaine de minutes. Ensuite, il était rentré directement à la maison. Mais Gauthier avait vérifié. Le temple était équipé d'un éclairage central qu'on éteignait d'un seul interrupteur. Les cantiques étaient rangés dans une armoire par les fidèles eux-mêmes en sortant. Ces tâches ne prenaient pas 10 minutes. L'inspecteur confronta Étienne à cette contradiction. Le pasteur admit alors qu'il était resté un moment seul dans le temple pour prier, comme il le faisait souvent après les cultes. C'était un moment de méditation personnelle. Il ne voyait pas en quoi cela posait problème. Gauthier changea de tactique. Il demanda au pasteur de décrire ses relations avec sa fille. Étienne répondit qu'elles étaient de bonnes, que Camille était une enfant obéissante et pieuse. L'inspecteur mentionna alors les confidences que Camille avait faites à sa mère et à son amie Agnès. Il parla des restrictions, de l'interdiction faite à Rémi Lavigne, de la frustration croissante de l'adolescente. Le visage d'Étienne se ferma complètement. Il déclara qu'élever un enfant dans la foi impliquait des sacrifices, que le monde moderne était rempli de tentations dangereuses, que son rôle de père était de protéger sa fille. Il admit avoir été strict, mais jamais excessif. Jamais il n'avait levé la main sur Camille. Jamais il ne lui avait manqué de respect. Il faisait simplement son devoir. Gauthier demanda alors si, le dimanche 15 juin, il y avait eu une dispute entre Étienne et Camille, après le culte du soir. Le pasteur répondit que non. Gauthier insista. Aucune conversation, même brève, même tendue. Étienne hésita une fraction de seconde avant de confirmer. Aucune conversation, mais cette hésitation n'échappa pas à l'inspecteur. Il décida de creuser.
Il interrogea à nouveau Julien, cette fois sans ses parents. Le garçon finit par avouer qu'il avait entendu, juste avant le culte du soir, une discussion animée entre son père et sa sœur dans le bureau d'Étienne. Il n'avait pas compris tous les mots, mais il avait perçu la colère dans la voix de son père et les pleurs de Camille. Cela avait duré peut-être 5 minutes. Ensuite, Camille était montée dans sa chambre, puis toute la famille était allée au temple comme prévu. Confronté à cette nouvelle information, Étienne admit finalement qu'il y avait effectivement eu une brève discussion avec Camille avant le culte. Elle lui avait demandé la permission d'aller au cinéma avec Agnès le samedi suivant. Il avait refusé. Elle avait insisté. Il avait haussé le ton. Elle s'était mise à pleurer. Puis elle s'était calmée et ils étaient allés au culte. Ce n'était rien de grave selon lui. Une simple friction comme il y en avait dans toutes les familles. Mais pour l'inspecteur Gauthier, ces révélations successives, ces détails que le pasteur semblait vouloir cacher, ces contradictions dans son emploi du temps, tout cela formait un faisceau troublant. Le comportement d'Étienne ne ressemblait pas à celui d'un père désespéré dont la fille a disparu. Il y avait quelque chose de contrôlé, presque de glacial, dans sa manière de répondre aux questions. Le week-end des 22 et 23 juin, la presse locale commença à s'emparer de l'affaire. Le Courrier Picard publia un article sur la disparition de Camille, mentionnant que la police poursuivait ses investigations et que toute personne ayant des informations était priée de se manifester. L'article évoquait brièvement le contexte familial strict, mais ne mentionnait pas explicitement les soupçons pesant sur le père. Pourtant, dans la communauté protestante de Creil, les rumeurs commençaient à circuler. On savait que le pasteur avait été interrogé plusieurs fois. On savait qu'il n'avait pas d'alibi solide pour la soirée du 15 juin. Certains fidèles prirent sa défense, affirmant qu'il était impensable qu'un homme de Dieu puisse faire du mal à son propre enfant. D'autres, plus discrets, rappelaient que justement Étienne était parfois trop sévère, trop rigide, qu'il y avait quelque chose d'excessif dans sa manière d'exercer son autorité. La famille Lavigne décida de ne plus assister au culte. Rémi ne supportait pas les regards en coin, les chuchotements. Il se sentait coupable de ne pas avoir pu protéger Camille, coupable d'avoir obéi au pasteur et de s'être éloigné d'elle ces dernières semaines. Hélène, quant à elle, semblait s'enfoncer dans une mélancolie profonde. Elle continuait à donner quelques cours de piano, par nécessité financière, mais ses élèves remarquaient qu'elle était absente, qu'elle devait souvent s'arrêter pour essuyer ses larmes. Le soir, elle restait assise dans le salon, fixant la porte d'entrée comme si elle attendait que Camille franchisse le seuil à tout moment. Julien, lui, fut envoyé passer l'été chez sa grand-mère maternelle à Lyon. Hélène pensait qu'il valait mieux l'éloigner de cette atmosphère oppressante. Le garçon partit début juillet, soulagé de quitter la maison paroissiale qui était devenue un tombeau. Les semaines passèrent sans nouvelles pistes. En juillet 1984, l'inspecteur Gauthier fit procéder à des fouilles dans le jardin derrière la maison paroissiale. C'était une démarche extrême qui scandalisa une partie de la communauté. Comment osait-on soupçonner le pasteur au point de creuser dans son propre jardin? Mais Gauthier suivait son instinct. Malheureusement, les fouilles ne donnèrent rien. Aucune trace de corps enterré. L'enquête officielle se poursuivit durant l'été, mais les moyens diminuèrent progressivement. Il n'y avait aucune nouvelle piste concrète. Aucun témoin supplémentaire ne s'était manifesté. Les appels à témoins diffusés à la télévision et dans les journaux n'avaient produit que des signalements sans fondement. Une jeune fille ressemblant à Camille avait été vue à Marseille, puis à Strasbourg, puis à Toulouse. À chaque fois, c'était une fausse alerte. En septembre, quand l'année scolaire reprit, l'absence de Camille au lycée Jules Hury frappa tous ceux qui l'avaient connue. Une cérémonie discrète fut organisée dans la cour, où des élèves déposèrent des fleurs et des messages. Agnès Fontaine eut beaucoup de mal à retourner en cours. Elle changeait de trottoir pour éviter de passer devant le temple protestant. Étienne continua à assurer ses fonctions de pasteur, mais l'ambiance dans la communauté n'était plus la même.
La fréquentation du temple chuta. Certaines familles partirent rejoindre d'autres paroisses à Senlis ou à Compiègne. D'autres cessèrent simplement de venir. Les regards se détournaient quand Étienne passait dans la rue. Les conversations s'arrêtaient quand il entrait dans une pièce. En octobre 1984, l'enquête fut officiellement classée sans suite, faute d'éléments nouveaux. Le procureur déclara que toutes les pistes avaient été explorées, que malheureusement, dans l'état actuel des investigations, il était impossible de déterminer ce qui était arrivé à Camille Mercier. Le dossier restait ouvert et toute nouvelle information serait prise en compte, mais les recherches actives étaient suspendues. Cette annonce brisa définitivement Hélène. Elle qui avait conservé un infime espoir que sa fille soit encore vivante quelque part, qu'elle revienne un jour, comprit que les autorités avaient renoncé. Elle cessa de donner des cours de piano en novembre. Elle sortait à peine de la maison. Elle ne parlait presque plus, même à son mari. Les années suivantes furent marquées par un lent délitement de la famille Mercier. Julien, qui avait réintégré le domicile familial pour l'année scolaire 1984-1985, vivait dans un silence pesant. Il évitait le plus possible son père. Les repas familiaux se déroulaient dans un mutisme oppressant. Personne ne mentionnait le nom de Camille, mais sa présence fantomatique hantait chaque pièce. En juin 1986, Julien passa son brevet des collèges. Il annonça alors à ses parents qu'il partirait en pension à Lyon pour le lycée. Hélène n'eut pas la force de s'y opposer. Étienne fit quelques tentatives pour le retenir, mais Julien fut inflexible. Il ne supportait plus de vivre dans cette maison. À 15 ans, il partit donc chez sa grand-mère maternelle. Hélène sombra dans une dépression clinique. Elle fut hospitalisée plusieurs semaines à l'automne 1986. Les médecins diagnostiquèrent un état dépressif majeur avec idées suicidaires. Elle fut mise sous traitement médicamenteux lourd. Quand elle rentra à la maison, elle était l'ombre d'elle-même. La communauté protestante de Creil demanda en 1987 au consistoire régional de nommer un nouveau pasteur. Étienne refusa de démissionner. Il affirma qu'il n'avait rien à se reprocher, que quitter son poste reviendrait à admettre une culpabilité qu'il ne ressentait pas. Le consistoire se trouva dans une situation délicate. Aucune preuve formelle n'existait contre Étienne Mercier. Il n'avait jamais été inculpé. Juridiquement, il ne pouvait pas le démettre de ses fonctions sans motif valable. Finalement, un compromis fut trouvé. Un pasteur assistant fut nommé pour seconder Étienne. Dans les faits, c'est ce jeune pasteur, David Garnier, qui assura progressivement l'essentiel des cultes et des activités paroissiales. Étienne devint une figure de plus en plus marginale dans sa propre église. En 1989, Julien, âgé de 18 ans, quitta Lyon pour entrer à l'université Paul Valéry à Montpellier, où il entreprit des études de sociologie. Il ne reviendra à Creil que pour de brèves visites, de plus en plus espacées. Sa relation avec son père était devenue inexistante. Il rendait visite à sa mère, qu'il trouvait chaque fois un peu plus absente, un peu plus perdue dans ses souvenirs. Les années 90 marquèrent une période d'oubli relatif. L'affaire Camille Mercier était devenue un sujet dont on ne parlait plus guère à Creil. Une nouvelle génération d'habitants, qui n'avaient pas connu la disparition, repeuplait les quartiers. Le temple protestant, sous la direction effective du pasteur Garnier, retrouva une certaine vitalité, attirant de nouvelles familles qui ignoraient tout du drame qui s'était joué entre ces murs. Étienne et Hélène vivaient reclus dans la maison paroissiale. Le consistoire leur permettait d'y rester par charité, bien qu'Étienne n'exerce plus réellement ses fonctions. Le couple ne se parlait presque plus. Ils cohabitaient comme deux étrangers, chacun enfermé dans sa douleur, dans ses questions sans réponse. Hélène avait transformé la chambre de Camille en sanctuaire. Rien n'avait été touché depuis juin 1984. Les livres de classe étaient toujours sur le bureau. Les vêtements pendèrent dans l'armoire. Le lit était fait. Les oreillers disposés exactement comme Camille les laissait. Hélène y entrait chaque jour, s'asseyait sur le lit, caressait les objets, pleurait silencieusement. Étienne, lui, s'était réfugié dans l'étude théologique.
Il passait ses journées dans son bureau à lire des commentaires bibliques, à rédiger des sermons que personne n'entendrait jamais. Il avait vieilli brutalement. Ses cheveux étaient devenus complètement blancs. Son visage s'était creusé. Il marchait voûté, comme écrasé par un poids invisible. En 1995, l'inspecteur Laurent Gauthier prit sa retraite. L'affaire Mercier l'avait hanté durant toute sa carrière. Il était convaincu de connaître la vérité, mais sans preuve, sans corps, sans aveu. Il n'avait jamais pu boucler ce dossier. En partant, il confia à son successeur « Camille Mercier n'a pas disparu par accident. Quelqu'un sait ce qui s'est passé cette nuit-là, et ce quelqu'un vit peut-être encore dans cette maison. » Au printemps 1996, le consistoire protestant décida de procéder à d'importants travaux de rénovation dans le temple et la maison paroissiale. Les bâtiments, qui dataient de la fin du XIXe siècle, nécessitaient une remise aux normes électriques et une réfection complète de la toiture. Le coût était élevé, mais la communauté avait réussi à rassembler les fonds nécessaires grâce à des dons et à une subvention municipale. Pour Étienne et Hélène, cela signifiait qu'ils devaient temporairement quitter la maison paroissiale le temps des travaux les plus importants. Le consistoire leur trouva un petit appartement à louer rue Feyderbe, à quelques centaines de mètres. Le déménagement eut lieu fin avril. Hélène accepta de partir, à condition que la chambre de Camille reste fermée à clé et que personne n'y touche. Les travaux commencèrent début mai 1996. Une entreprise de Beauvais fut chargée de la rénovation. Le contremaître, M. Christophe Delorme, était un homme méticuleux qui supervisait chaque détail. Les ouvriers commencèrent par le toit, remplaçant les ardoises endommagées, réparant la charpente fragilisée par l'humidité. C'est en travaillant sur le deuxième étage, là où se trouvait l'ancien grenier aménagé en salle d'études, que les choses prirent une tournure inattendue. Le jeudi 23 mai, en milieu d'après-midi, 2 ouvriers retiraient l'ancien plancher vermoulu de cette pièce pour le remplacer. En soulevant les lames de bois près du mur ouest, l'un d'eux, un jeune apprenti nommé Kevin, remarqua que l'espace sous le plancher semblait anormalement profond à cet endroit. Il appela son collègue. Ils éclairèrent avec une lampe torche. Entre les poutres, dissimulées dans la cavité poussiéreuse, se trouvait un sac en toile beige, taché et recouvert de poussière. Kevin descendit chercher le contremaître. Monsieur Delorme remonta, examina l'objet sans y toucher et décida immédiatement d'appeler la police. Quelque chose dans cette découverte lui sembla étrange. Ce sac était clairement caché là volontairement, et depuis longtemps. Le commissariat de Creil dépêcha 2 agents sur place en moins de 20 minutes. Quand ils découvrirent le sac sous le plancher, ils reconnurent immédiatement le type exact de sac que Camille Mercier portait le soir de sa disparition. Un sac en toile beige avec une bandoulière réglable. Le dossier était resté ouvert et cette description figurait dans le rapport initial. L'inspecteur François Arnoux, qui avait repris les affaires de Laurent Gauthier après sa retraite, fut immédiatement contacté. Il se rendit sur les lieux accompagné d'une équipe de la police scientifique. Le périmètre fut sécurisé. Les ouvriers reçurent l'ordre de ne rien toucher et de quitter les lieux. Le sac fut extrait avec précaution par un technicien en combinaison blanche. Il mesurait environ 40 cm de hauteur. Le tissu, jadis beige clair, était noirci par endroits et sentait le renfermer. Les sangles étaient rigides, durcies par le temps. Le technicien le déposa délicatement sur une bâche en plastique étalée au sol. L'inspecteur Arnoux enfila des gants. Il ouvrit lentement la fermeture éclair qui résista légèrement avant de céder. À l'intérieur, plusieurs objets étaient encore reconnaissables, malgré les années. Un portefeuille en cuir marron, un trousseau de clés, un petit carnet à spirale avec une couverture fleurie, une montre à bracelet argenté et, enveloppé dans un morceau de tissu qui avait dû être blanc, un objet rectangulaire que l'inspecteur identifia comme un journal intime relié de cuir rouge. Arnoux referma immédiatement le sac. Tout devait être analysé en laboratoire. Mais déjà, une question brûlante se posait. Comment les affaires personnelles de Camille Mercier s'étaient-elles retrouvées cachées sous le plancher du 2e étage de la maison où elle vivait?
Et surtout, qui les y avait placés? Le portefeuille fut le premier objet examiné. Il contenait la carte d'identité de Camille, quelques photos de classe, un ticket de cinéma périmé datant de 1983 et 90 francs en billets et pièces. L'argent de poche qu'une adolescente aurait normalement emporté si elle avait prévu de fuguer. Le trousseau de clés comportait 3 clés, celle de la maison paroissiale, celle de sa chambre, et une petite clé qui ouvrait le cadenas de sa bicyclette. Ces objets que Camille aurait forcément pris avec elle si elle était partie de son plein gré. Mais c'est le journal intime qui allait révéler les informations les plus troublantes. Le carnet rouge contenait les pensées intimes de Camille, rédigées sur plusieurs mois avant sa disparition. L'inspecteur Arnoux passa toute la soirée du 23 mai à le lire intégralement. Les premières pages, datées de janvier 1984, décrivaient une vie d'adolescente ordinaire. Camille parlait de ses cours, de ses professeurs, de ses discussions avec Agnès, de ses lectures. Elle mentionnait son amour pour les romans de Marguerite Duras et sa fascination pour l'histoire de la Révolution française. Puis, à partir de mars, le ton changeait. Camille commençait à exprimer sa frustration face aux restrictions imposées par son père. Elle écrivait « Papa refuse que j'aille à la soirée organisée par le lycée. Il dit que ce sont des occasions de perdition. Mais moi, je veux juste vivre comme les autres filles de mon âge. Je veux rire, danser, découvrir le monde. Est-ce vraiment si grave ?» En avril, elle mentionnait pour la première fois Rémi. J'ai parlé avec Rémi après le culte. Il est tellement gentil et attentif. Il me regarde comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Ça me fait quelque chose que je n'ai jamais ressenti avant. Je crois que je l'aime. Les entrées de mai devenaient plus sombres. Le 8 mai, elle écrivait « Papa a convoqué Rémi dans son bureau. Il lui a ordonné de ne plus m'approcher. Rémi me l'a raconté après. J'étais tellement humilié. Papa me traite comme si j'avais 10 ans. Il contrôle tout dans ma vie. Mes sorties, mes amis, mes lectures, mes pensées. J'ai l'impression d'étouffer. » Le 14 mai, maman m'a dit d'être patiente, que papa agit par amour. Mais est-ce vraiment de l'amour quand on empêche quelqu'un de vivre, quand on impose sa volonté sans jamais écouter? Agnès me dit que je devrais tenir bon encore 2 ans, jusqu'à ma majorité. Mais 2 ans, c'est une éternité. Puis venait l'entrée du 14 juin, la veille de la disparition. Cette page allait devenir cruciale pour l'enquête. Demain, je vais parler à papa. Je vais lui dire que j'ai besoin de liberté, que je ne peux plus continuer comme ça. Je vais lui demander de me laisser sortir avec mes amis, de me faire confiance. S'il refuse encore, je ne sais pas ce que je ferai. Parfois je pense à partir loin d'ici, à recommencer une nouvelle vie où personne ne me connaît. Mais je ne pourrai jamais abandonner maman et Julien. Ils ont besoin de moi. Alors demain, je vais essayer une dernière fois de faire entendre raison à papa. J'espère qu'il m'écoutera enfin. Il n'y avait pas d'entrée pour le 15 juin. Le journal s'arrêtait là. L'inspecteur Arnoux relut plusieurs fois ces dernières lignes. Camille avait clairement prévu d'avoir une confrontation avec son père le 15 juin. Et selon les témoignages recueillis en 1984, il y avait bien eu une discussion tendue entre eux avant le culte du soir. Étienne avait d'abord nié cette conversation, puis avait minimisé son importance. Mais le plus troublant restait la présence de ces objets personnels cachés sous le plancher. Comment étaient-ils arrivés là? Arnoux élabora plusieurs scénarios. Premier scénario. Camille elle-même aurait caché ses affaires avant de partir, peut-être dans l'intention de revenir les chercher plus tard. Mais pourquoi cacher son argent et ses clés si elle prévoyait de fuguer? Et pourquoi sous le plancher du 2e étage, un endroit peu accessible? Deuxième scénario. Quelqu'un d'autre avait caché ses objets après la disparition de Camille. Mais qui et pourquoi? Pour faire disparaître des preuves. Quelles preuves? Le lendemain matin, le 24 mai, Arnoux convoqua Étienne et Hélène Mercier au commissariat. Ils furent reçus séparément. Hélène arriva la première, accompagnée de son fils Julien, qui était monté de Montpellier dès qu'il avait appris la découverte. Quand Arnoux lui montra le sac et son contenu, Hélène éclata en sanglots. Elle reconnut immédiatement les affaires de sa fille.
Elle prit le journal intime dans ses mains tremblantes, le porta à son visage comme pour y retrouver l'odeur de Camille. L'inspecteur dut lui demander avec douceur de reposer l'objet, car c'était une pièce à conviction. Arnoux questionna Hélène sur l'accès au deuxième étage, qui montait régulièrement dans cette pièce. Hélène expliqua que c'était la salle d'études des enfants. Camille et Julien y faisaient leurs devoirs. Le piano sur lequel Camille s'exerçait s'y trouvait également. Étienne y montait rarement, sauf pour vérifier que les enfants travaillaient bien. Elle-même n'y allait qu'occasionnellement pour faire le ménage. L'inspecteur demanda alors directement « Madame Mercier, pensez-vous que votre mari pourrait avoir caché ces objets sous ce plancher ?» Le silence qui suivit fut long et pesant. Hélène regardait ses mains jointes sur ses genoux. Finalement, elle murmura « Je ne sais pas, je ne sais plus rien ». Julien, qui assistait à l'interrogatoire, intervint alors. « Inspecteur, il faut que je vous dise quelque chose que je n'ai jamais révélé à personne. » Sa voix tremblait légèrement. Le soir où Camille a disparu, je n'ai pas dit toute la vérité. J'avais 13 ans, j'avais peur, je ne voulais pas créer de problèmes à ma famille. Mais maintenant, 12 ans plus tard, je ne peux plus garder ça pour moi. Arnoux se redressa sur sa chaise. « Je vous écoute, monsieur Mercier. » Julien prit une profonde inspiration. « Après le culte, quand tout le monde est rentré à la maison, je suis monté dans ma chambre. Ma fenêtre donne sur la cour intérieure entre le temple et la maison. Vers 21h15, peut-être 20h, j'ai entendu des voix qui criaient. Je me suis approché de la fenêtre. J'ai vu mon père et ma sœur dans la cour. Ils se disputaient. Camille pleurait. Papa la tenait par le bras. Elle essayait de se dégager. Puis, ils sont entrés dans le temple et je ne les ai plus vus. J'ai attendu. Au bout d'un moment, papa est ressorti seul. Il est rentré à la maison. J'ai pensé que Camille était restée dans le temple, peut-être pour prier ou se calmer. Je ne me suis pas inquiété tout de suite. Ce n'est que plus tard, quand maman s'est affolée, que j'ai compris que Camille n'était pas revenue. Hélène regardait son fils avec des yeux horrifiés. « Julien, pourquoi ne m'as-tu jamais dit ça ?»« Parce que j'avais 13 ans, maman. Parce que j'avais peur. Parce que papa m'a fait comprendre que je ne devais rien dire. » Le lendemain, quand la police est venue, il m'a pris à part et m'a dit que si je racontais cette dispute, ça compliquerait tout, que les gens penseraient des choses horribles, que ça ne servirait à rien puisque Camille était partie. Il m'a dit de me taire. Alors, je me suis tu. L'inspecteur Arnoux nota chaque mot. Cette révélation changeait tout. Étienne Mercier avait donc eu une confrontation physique avec sa fille dans la cour, puis l'avait emmenée dans le temple. Et personne n'avait revu Camille vivante après cela. Étienne fut convoqué l'après-midi même. Face à lui, Arnoux étala les pièces à conviction, le sac, le journal intime, et surtout le témoignage de son fils. Le pasteur, maintenant âgé de 54 ans, avait perdu toute sa prestance. Ses mains tremblaient légèrement. Son visage était gris. « Monsieur Mercier, votre fils affirme vous avoir vu vous disputer avec Camille dans la cour le soir du 15 juin 1984, puis entrer avec elle dans le temple. Confirmez-vous ces faits ?» Étienne resta silencieux un long moment. Puis, d'une voix presque inaudible, il répondit « Oui. Pourquoi ne l'avez-vous jamais mentionné lors des interrogatoires de 1984 ? Parce que j'avais peur qu'on m'accuse. Parce que je savais que ça aurait l'air suspect. Mais je n'ai rien fait de mal, je voulais juste parler à ma fille. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé cette nuit-là. » Étienne ferma les yeux. Quand il les rouvrit, ils étaient humides. Après le culte, Camille est partie rapidement. Elle était en colère à cause de notre dispute d'avant le culte. Je l'ai vue prendre sa bicyclette. J'ai couru derrière elle dans la rue. Je l'ai rattrapée dans la cour. Je voulais qu'on parle calmement. Elle refusait de m'écouter. Elle criait que j'étais un tyran, que je gâchais sa vie. Je l'ai prise par le bras, je l'ai suppliée d'arrêter de crier, de venir avec moi dans le temple pour qu'on discute tranquillement. Elle a fini par accepter. Et ensuite, on est entré dans le temple. On s'est assis sur les bancs du premier rang. J'ai essayé de lui expliquer que je ne voulais que son bien, que le monde extérieur était dangereux, qu'elle était trop jeune pour comprendre. Elle m'a dit que je ne lui faisais pas confiance, que j'étouffais tout ce qu'il y avait de vivant en elle. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. Puis elle s'est levée et elle est partie.
Elle a couru vers la sortie. Je l'ai appelée, mais elle ne s'est pas retournée. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Quelle heure était-il? Je ne sais pas exactement. Peut-être 21h10, 21h15. Et vous êtes rentré chez vous immédiatement après? Non, je suis resté dans le temple. J'étais bouleversé, j'ai prié, j'ai pleuré. Je me disais que j'avais échoué en tant que père. Je suis resté là peut-être 20 minutes, une demi-heure. Puis je suis rentré à la maison. Pourquoi avez-vous caché le sac de Camille sous le plancher? Le silence se fit. Étienne regarda l'inspecteur avec des yeux écarquillés. Je n'ai rien caché. Je ne savais même pas que ce sac était là. Votre fils dit que vous l'avez menacé pour qu'il se taise. Vous l'avez manipulé pour protéger un secret. Quel secret, monsieur Mercier? Je n'ai pas de secret. Je voulais juste protéger ma famille de soupçons injustifiés. Je savais que si on apprenait que j'avais eu une dispute avec Camille juste avant sa disparition, tout le monde penserait que j'étais responsable. Mais je ne lui ai fait aucun mal. Elle est partie vivante du temple. Je le jure devant Dieu. L'inspecteur Arnoux n'était pas convaincu. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais il manquait encore l'élément crucial. Où était Camille? Dans les jours qui suivirent, la police scientifique analysa minutieusement chaque centimètre de la maison paroissiale et du temple. Des chiens renifleurs, spécialisés dans la détection de restes humains, furent amenés. Ils marquèrent un intérêt particulier pour une zone dans la cave du temple, une pièce voûtée qui servait autrefois de crypte et qui était maintenant utilisée comme débarras. Le 29 mai 1996, une équipe commença à fouiller méthodiquement cette cave. Le sol était en terre battue, recouvert par endroits de vieilles dalles de pierre disjointes. Les murs suintaient d'humidité. Des étagères métalliques rouillées supportaient des cartons de vieux cantiques et des objets liturgiques hors d'usage. C'est en déplaçant une étagère particulièrement lourde, installée contre le mur sud, que les techniciens remarquèrent quelque chose d'anormal. Le sol à cet endroit présentait un affaissement léger. La terre semblait avoir été remuée, puis tassée. Un géoradar fut utilisé pour sonder le sous-sol. L'appareil détecta une anomalie à environ 1,20 m de profondeur. L'ordre fut donné de creuser. Le 30 mai, en début d'après-midi, les pelles attaquèrent la terre compacte. Après 40 cm, la terre changeait de couleur, devenant plus sombre, presque noire. À 1 mètre de profondeur, les pelles furent remplacées par des truelles. Les techniciens travaillaient avec une extrême précaution. À 14h27, l'un d'eux appela ses collègues. Il venait de mettre au jour un fragment de tissu, un jean décoloré. Puis, en élargissant la zone, des ossements apparurent. Un crâne, une cage thoracique, des os longs, un squelette humain recroquevillé, enseveli dans cette cave depuis 12 ans. Le médecin légiste, le docteur Philippe Rambert, fut immédiatement appelé. L'exhumation dura plusieurs heures. Chaque os fut répertorié, photographié, prélevé avec minutie. Malgré la décomposition avancée, certains éléments permettaient déjà une identification probable. La taille des ossements correspondait à une adolescente. Des lambeaux de vêtements adhéraient encore au squelette. Un jean, des restes de pullover blanc, un blouson. Exactement ce que portait Camille le soir du 15 juin 1984. Mais ce qui glaça le sang de tous les présents, ce fut la découverte d'une fracture nette au niveau de l'os hyoïde. Ce petit os en forme de fer à cheval, situé dans le cou. Le docteur Rambert l'examina longuement avant de déclarer « Cette fracture est caractéristique d'une strangulation. Cette jeune fille a été étranglée. » Étienne Mercier fut arrêté le soir même à 20h15. Il était dans l'appartement de la rue Faidherbe, assis dans le salon, le regard vide. Quand les policiers se présentèrent, il ne manifesta aucune surprise. Il se leva, tendit ses poignets pour les menottes. Hélène, effondrée dans un fauteuil, ne fit aucun geste pour le retenir. Au commissariat, Arnoux le plaça en garde à vue. Il lui annonça la découverte du corps et les conclusions préliminaires du médecin légiste. Étienne ne dit rien. Il resta mutique pendant toute la première partie de l'interrogatoire. Puis, vers 23 heures, après des heures de silence, il se mit à parler.
Non pas pour avouer, mais pour raconter sa version des faits. Une version qui, si elle était vraie, changerait radicalement la compréhension de cette affaire. « Je n'ai pas tué ma fille », commença Étienne d'une voix brisée. « Quand elle est partie du temple ce soir-là, elle était vivante. Je le jure, mais je sais qui l'a tuée. Je l'ai toujours su. Et j'ai gardé ce secret pendant 12 ans parce que je ne pouvais pas affronter la vérité. » L'inspecteur Arnoux se pencha en avant. « De qui parlez-vous ?»« De ma femme, d'Hélène. » Un silence stupéfait emplit la salle d'interrogatoire. Arnoux fronça les sourcils. « Vous accusez votre épouse ?»« Je ne l'accuse pas, j'affirme. Quand je suis rentré à la maison après être resté dans le temple, il devait être 21h45. Hélène n'était pas dans le salon. Je l'ai appelée. Elle est descendue de l'étage. Elle était pâle. Ses mains tremblaient. Elle m'a demandé où était Camille. J'ai répondu que notre fille était partie du temple en colère, que je ne savais pas où elle était allée. Hélène m'a regardé avec une expression que je n'oublierai jamais, un mélange de terreur et de culpabilité. Elle m'a dit « Étienne, quelque chose de terrible s'est passé. » Étienne s'interrompit, sa voix se brisant. Il but une gorgée d'eau avant de continuer. Elle m'a conduit au 2e étage, dans la salle d'études, et là, j'ai vu Camille, mon enfant. Elle était allongée sur le sol, près du piano, immobile. Son visage était violacé, ses yeux étaient ouverts. J'ai compris immédiatement qu'elle était morte. J'ai crié, je me suis précipité vers elle, j'ai essayé de la ranimer, mais il était trop tard. Son corps était encore tiède, mais elle ne respirait plus. Et votre femme, que faisait-elle? Elle pleurait, elle répétait sans cesse. Je n'ai pas voulu, je n'ai pas voulu. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Elle m'a raconté que Camille était rentrée de notre dispute, qu'elle était montée directement au 2e étage. Hélène l'avait suivie pour essayer de la calmer. Elles avaient commencé à parler. Camille lui avait dit qu'elle ne pouvait plus vivre dans cette maison, qu'elle allait partir, qu'elle irait vivre chez Agnès ou n'importe où ailleurs. Hélène avait paniqué, elle avait supplié Camille de rester, de ne pas briser la famille. Camille avait répondu qu'il n'y avait plus de famille, que j'avais tout détruit avec ma rigidité. Hélène s'était mise en colère. Elle avait attrapé Camille par les épaules, l'avait secouée. Camille s'était débattue. Et puis Hélène avait perdu le contrôle. Elle avait serré le cou de notre fille. Camille s'était effondrée. Tout était arrivé si vite. Quelques secondes, et c'était fini. L'inspecteur Arnoux observait attentivement le visage d'Étienne. Était-ce la vérité ou une tentative désespérée de se dédouaner? Et vous, qu'avez-vous fait ensuite? J'étais anéanti. Ma fille était morte. Ma femme avait tué notre enfant. J'aurais dû appeler la police immédiatement. Mais Hélène s'est accrochée à moi. Elle m'a supplié. Elle disait que c'était un accident, qu'elle n'avait jamais voulu ça, qu'elle ne survivrait pas à la prison, que Julien perdrait ses 2 parents. Elle m'a supplié de l'aider. Et j'ai accepté. Que Dieu me pardonne, j'ai accepté. Vous avez donc décidé de cacher le corps? Oui. Cette nuit-là, pendant que Julien dormait, nous avons transporté le corps de Camille dans la cave du temple. Nous avons creusé. Cela nous a pris des heures. À l'aube, tout était terminé. Nous avons replacé l'étagère, puis nous avons mis en scène la disparition. Nous avons pris la bicyclette de Camille et je suis allé l'abandonner près de l'Oise. J'ai enlevé le sac de Camille, celui qu'elle portait ce soir-là, et je l'ai caché sous le plancher du 2e étage. Nous pensions que si on découvrait ses affaires dans la maison, cela semblerait suspect. Il fallait que tout indique qu'elle était partie. Et le lendemain, vous avez joué la comédie devant la police? Ce n'était pas de la comédie. Ma douleur était réelle. Ma fille était morte. Mais oui, nous avons menti. Pendant 12 ans, nous avons porté ce secret. Chaque jour était un enfer. Hélène a sombré dans la dépression. Elle voulait se confesser 1000 fois, mais j'ai toujours réussi à l'en dissuader. Je lui disais que cela ne ramènerait pas Camille, que cela détruirait Julien. Alors nous avons continué à vivre avec ce poids. L'inspecteur Arnoux quitta la salle d'interrogatoire et convoqua immédiatement Hélène Mercier. Elle arriva au commissariat à 2 heures du matin, accompagnée de Julien.
Quand Arnoux lui annonça que son mari l'accusait du meurtre de Camille, elle resta d'abord sans voix. Puis, lentement, elle se mit à pleurer. « C'est faux, » murmura-t-elle. « Tout est faux. » Étienne ment. Arnoux lui demanda de raconter sa version de la soirée du 15 juin 1984. Hélène inspira profondément et commença son récit. Quand Camille est partie du temple, j'étais inquiète. Je savais qu'elle était bouleversée par sa dispute avec Étienne. Je suis rentré à la maison en espérant qu'elle y serait. Mais elle n'était pas là. J'ai attendu. Vers 21h15, j'ai commencé à paniquer. Je suis monté vérifier dans sa chambre. Rien. Puis j'ai entendu du bruit au 2e étage. Je suis monté. Camille était là, dans la salle d'études. Elle fouillait dans un tiroir du meuble où nous rangions les partitions. Je lui ai demandé ce qu'elle faisait. Elle m'a répondu qu'elle cherchait de l'argent, qu'elle allait partir. J'ai essayé de la raisonner, mais elle était déterminée. Alors, elle est redescendue, a pris sa bicyclette et est partie. C'est la dernière fois que je l'ai vue vivante. Vous affirmez donc que Camille était vivante quand elle a quitté la maison? Oui, je le jure. Alors, comment expliquez-vous que son corps ait été retrouvé dans la cave du temple? Hélène ferma les yeux. Des larmes coulaient sur ses joues, parce qu'Étienne l'a tuée. Il l'a suivie. Il l'a rattrapée quelque part. Il l'a tuée. Et puis il est revenu vers 22h, pâle comme la mort. Il m'a dit que Camille était partie, qu'elle ne reviendrait pas. Sur le moment, je n'ai pas compris. J'ai pensé qu'elle avait fugué. C'est seulement des semaines plus tard, quand j'ai vu comment Étienne réagissait, son absence totale d'émotion, sa froideur, que j'ai commencé à soupçonner la vérité. Mais je n'ai jamais osé le confronter. J'avais trop peur. Arnoux se trouvait face à 2 versions contradictoires. Le mari accusait la femme accusait le mari. Les analyses ADN confirmeraient l'identité de la victime, mais ne révéleraient pas l'identité du meurtrier. Il fallait trouver autre chose. C'est Julien qui fournit l'élément décisif. 3 jours après les arrestations de ses parents, il contacta l'inspecteur Arnoux. Il avait quelque chose à lui montrer, un objet qu'il conservait depuis 12 ans et qu'il n'avait jamais révélé à personne. Dans sa chambre d'hôtel, Julien sortit d'un sac une petite boîte en métal. À l'intérieur, plusieurs cassettes audio. « Je les ai enregistrées en secret », expliqua-t-il. Après la disparition de Camille, je sentais que quelque chose n'allait pas dans la maison. J'avais 13 ans, mais je n'étais pas stupide. J'ai pris le magnétophone de Camille et j'ai commencé à enregistrer les conversations de mes parents quand ils pensaient que je dormais. Je ne sais pas vraiment pourquoi je faisais ça. Peut-être pour avoir une preuve si jamais les choses tournaient mal. Arnoux inséra la première cassette dans un lecteur. La bande était de mauvaise qualité, grésillante, mais les voix d'Étienne et Hélène étaient reconnaissables. L'enregistrement datait du 23 juin 1984, une semaine après la disparition. La voix d'Hélène, tremblante. « Je ne peux plus continuer comme ça, Étienne. Je vois Camille partout, j'entends sa voix, je ne dors plus. Il faut qu'on dise la vérité. » La voix d'Étienne dure. « La vérité détruira notre famille. Julien sera placé en foyer. Tu iras en prison. Et moi aussi pour t'avoir aidé. Non, nous devons tenir bon. Camille est morte. Rien ne la ramènera. Mais nous pouvons encore sauver ce qui reste de cette famille. » Hélène sanglotant. « Mais je ne voulais pas. Je n'ai jamais voulu. C'était un accident. » Étienne. « Je sais. Tu as perdu le contrôle. Camille t'a provoqué. Elle t'a dit des choses terribles. Tu as réagi. Ce n'était pas prémédité. Mais aucun juge ne verra les choses ainsi. Ils diront que tu as tué ta propre fille. Alors nous devons nous taire. Pour toujours. » L'enregistrement continuait, détaillant comment ils avaient enterré le corps, comment ils avaient nettoyé la salle d'études, comment ils avaient coordonné leurs mensonges. La voix d'Étienne était celle d'un homme qui organisait, qui planifiait, qui protégeait. La voix d'Hélène était celle d'une femme brisée, submergée par la culpabilité. Il y avait 4 cassettes en tout, enregistrées sur plusieurs semaines. Chacune confirmait la même histoire. Hélène avait tué Camille dans un moment de colère incontrôlable. Étienne avait couvert le crime pour protéger sa femme et préserver ce qui restait de leur famille. Confrontée à ces enregistrements, Hélène s'effondra. Elle avoua tout.
Elle raconta comment Camille était revenue du temple, furieuse, déterminée à partir, comment elle s'était disputée violemment au 2e étage, comment Camille lui avait crié qu'elle la détestait, qu'elle aurait préféré ne jamais naître plutôt que d'avoir des parents comme eux, comment Hélène, dans un accès de rage et de désespoir, avait saisi sa fille par le cou, comment elle avait serré encore, incapable de s'arrêter. Comment Camille s'était débattue, puis était devenue molle, puis s'était immobilisée. « Je ne voulais pas », répétait-elle encore et encore. « Je voulais juste qu'elle se taise, qu'elle arrête de dire ces choses horribles. Mais j'ai serré trop fort, et quand j'ai réalisé ce que j'avais fait, il était trop tard. Mon bébé était mort. J'avais tué mon propre enfant. » Étienne, de son côté, confirma avoir aidé sa femme à dissimuler le crime. Il expliqua qu'il avait agi par amour, pour protéger Hélène, pour épargner à Julien la perte de ses 2 parents. Il reconnut avoir menti à la police, avoir caché des preuves, avoir manipulé son fils pour qu'il se taise. Mais il maintenait qu'il n'avait pas tué Camille. Il n'était que le complice, pas le meurtrier. Le procès eut lieu en 1997. Hélène Mercier fut condamnée à 18 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire. Les circonstances atténuantes furent reconnues. Elle n'avait pas prémédité le crime. Elle avait agi sous le coup d'une émotion violente. Elle avait exprimé des remords sincères. Mais la Cour nota également la gravité absolue du geste. Une mère qui tue son enfant franchit une ligne que la société ne peut tolérer. Étienne Mercier fut condamné à 8 ans de prison pour complicité de meurtre, recel de cadavres et entrave à la justice. Le tribunal souligna son rôle actif dans la dissimulation du crime, son influence sur son fils mineur pour le faire taire, et surtout sa capacité à vivre pendant 12 ans avec ce secret sans jamais manifester le moindre remords. Durant le procès, de nombreux témoignages vinrent éclairer la personnalité des 2 accusés. Le docteur Arnaud, l'ancien de l'Église, déclara qu'Étienne était un homme d'une rigidité excessive, incapable de composer ou de faire preuve d'empathie. Agnès Fontaine raconta comment Camille lui avait confié peu avant sa mort qu'elle se sentait prisonnière dans sa propre famille, étouffée par les exigences démesurées de son père et l'incapacité de sa mère à la protéger. Rémi Lavigne, maintenant âgé de 31 ans, vint témoigner. Il parla de son amour pour Camille, de leurs rêves d'avenir, de la manière dont le pasteur Mercier avait détruit toute possibilité de bonheur pour sa fille. Il termina son témoignage en larmes, affirmant que si Camille avait pu vivre librement, rien de tout cela ne serait arrivé. Julien Mercier, 25 ans, ne vint pas assister au procès. Il fit lire une déclaration par son avocat. Dans ce texte poignant, il expliquait qu'il avait perdu sa sœur à 16 ans, puis ses parents, puis son enfance. Il disait avoir porté pendant 12 ans le poids d'un secret qu'il n'aurait jamais dû connaître. Il pardonnait à sa mère, qu'il considérait elle-même comme une victime de l'emprise psychologique de son père. Mais il ne pardonnerait jamais à Étienne d'avoir transformé leur famille en une prison où l'amour était confondu avec le contrôle, et la foi avec la tyrannie. La communauté protestante de Creil fut profondément traumatisée par cette affaire. Le pasteur David Garnier, qui avait pris la succession d'Étienne, organisa plusieurs réunions pour permettre aux fidèles d'exprimer leur choc, leur incompréhension, leur douleur. Beaucoup se sentaient trahis. Comment avait-il pu faire confiance pendant tant d'années à un homme capable d'une telle dissimulation? Comment n'avait-il rien vu, rien senti? Madame Beaumont, la voisine, déclara à un journaliste « On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette famille, mais on pensait que c'était juste de la strictesse, de la discipline à l'ancienne. On ne pouvait pas imaginer que ça cachait une telle horreur. Cette pauvre Camille criait au secours, et personne ne l'a entendue. » Le temple protestant et la maison paroissiale furent vendus en 1998. La communauté s'installa dans un nouveau local, plus petit, rue Jean Jaurès. Il fallait tourner la page, reconstruire sur d'autres bases, plus saines, plus ouvertes. Camille Mercier fut inhumée au cimetière de Creil en septembre 1997, après la fin du procès.
Des centaines de personnes assistèrent à la cérémonie. Agnès Fontaine lut un poème qu'elle avait écrit pour son ami. Rémi Lavigne déposa une rose rouge sur le cercueil. Julien, debout à l'écart, pleura en silence. Sur la pierre tombale, une inscription simple. Camille Mercier, 1968-1984. Tu voulais vivre libre. Tu resteras libre dans nos cœurs. L'inspecteur Laurent Gauthier, retraité, vint également assister à l'enterrement. Il s'approcha de la tombe après la cérémonie et murmura « Je savais que tu étais là, petite. Je savais que quelqu'un te cachait. Pardon d'avoir mis si longtemps à te trouver. » Hélène Mercier purge actuellement sa peine à la maison centrale de Rennes. Elle a bénéficié d'un suivi psychologique intensif et a exprimé à plusieurs reprises son profond remords. Elle a écrit de nombreuses lettres à Julien, qui les a toutes retournées sans les ouvrir. Elle mourra probablement en prison, le poids de son geste l'ayant définitivement brisé. Étienne Mercier est sorti de prison en 2005 après avoir purgé sa peine. Il vit aujourd'hui seul dans un petit appartement à Beauvais. Il ne prêche plus, n'a plus aucun contact avec la communauté protestante. Il a vieilli prématurément, le dos voûté, le regard éteint. Il erre dans les rues comme un fantôme, portant sur ses épaules le poids de ses choix. Julien Mercier est devenu sociologue, spécialisé dans l'étude des familles dysfonctionnelles et des mécanismes d'emprise psychologique. Il a écrit un livre, publié en 2003, intitulé « Les enfants du silence », où il raconte sans nommer sa famille son expérience personnelle. Le livre connut un certain succès et permit à de nombreuses victimes de violences psychologiques de mettre des mots sur leurs souffrances. Ce cas nous montre comment l'autorité parentale, lorsqu'elle devient tyrannique, peut détruire ceux qu'elle prétend protéger. Camille Mercier voulait simplement vivre comme n'importe quelle adolescente de 16 ans. Elle voulait rire, aimer, choisir son chemin. Mais enfermée dans un cadre trop rigide, étouffée par des exigences impossibles, elle a fini par se rebeller. Et cette rébellion lui a coûté la vie. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Aviez-vous deviné qui était vraiment responsable ? Pensez-vous que le pasteur Étienne Mercier aurait dû être condamné plus sévèrement pour son rôle dans cette tragédie ? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez été touché par ce récit, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains cas. Laissez un like si cette enquête vous a marqué. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'intéresse aux affaires criminelles réelles. Ensemble, continuons à donner une voix à ceux qui n'ont pas pu se faire entendre.